Bonjour, bienvenue. Bruno Bernstein et moi-même, Denis Baudouin, donc toute l'équipe Finaltis, sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. On est donc le 6 juillet pour cette réunion mensuelle, point de marché. Entrons tout de suite dans le vif du sujet car l'agenda est chargé et, je l'espère, Bruno et moi, très intéressant. Donc, avançons. L'avertissement réglementaire d'usage que nous passons. Donc, commençons tout de suite par des performances sur le mois de juin. Le mois de juin a été excellent sur les marchés d'actions. On le voit sur la droite de ce transparent, puisque tant l'Eurostoxx que le SP500, les actions américaines, ou le Nasdaq, les grandes valeurs du digital, ont été en nette hausse de 4,3% sur l'Eurostoxx, 3,9% sur le Standard & Poor's et 3,8% sur le Nasdaq, qui, en l'occurrence, fait une année très bonne, puisqu'il atteint presque 38% depuis le début de l'année. Les fonds Finaltis sont en bonne hausse. Nous parlerons ici des fonds Finaltis investissant sur les actions. Donc, Finaltis Titan, le cœur de notre gestion patrimoniale, qui est à plus 14%, au-dessus de 14% depuis le début 2023, avec un mois de juin à plus 2,5%. Finaltis Efficient Beta, qui est un fonds quantitatif, qui investit sur les actions de la zone euro en capturant la prime de faible volatilité. Ces actions ont un peu moins le vent en poupe au mois de juin, avec plus 1,8% seulement, entre guillemets. Finaltis Digital Leader, donc, qui investit sur les grands leaders digitaux dans le monde, plus 4%, avec une gestion du risque très contrôlée qui ne nous permet pas d'investir trop sur un seul titre. On y reviendra et on était très actifs. Bruno nous en dira beaucoup plus. On est quand même à presque 34% depuis le début de l'année. Et enfin, donc, Finaltis Gold, qui est depuis hier, tout à fait officiellement Finaltis Gold. C'est une gestion que nous avons prise le 8 novembre 2021, qui investit dans les actions des minières aurifères, des grandes minières aurifères mondiales, qui perd en sympathie, entre guillemets, avec l'once d'or, 3% sur le mois de juin et qui reste en territoire positif depuis le début 2023. Alors, si on regarde plus spécifiquement ce que fait Finaltis Titan, on ne va pas passer en revue tous les fonds, mais en focusant sur Finaltis Titan, qui est dans un univers de plus de 1500 fonds répertoriés dans la base Cantalis, l'univers des fonds d'allocation flexible monde, puisque Titan investit sur les actions quand nous trouvons des titres et des actions qui nous paraissent refléter un bon prix, des actions de très grande qualité à un bon prix. Et bien, ce fonds vient de fêter ses 8 années. C'est pourquoi vous voyez apparaître ce mois-ci la ligne de performance sur 8 ans. Et justement, sur 8 ans, eh bien, la surperformance est de 24% cumulée, donc à peu près 3% par an de mieux que sa catégorie. Et sur le mois passé, les 4 dernières semaines, puisque c'est ce que Cantalis nous donne, eh bien, une surperformance d'à peu près 1% et depuis le début de l'année de près de 10% par rapport à sa catégorie. Alors, on voulait commencer, Bruno et moi, par une question. À quoi correspond cette hausse? Et ce qui est formidable, c'est que dans ces vidéos, on peut répondre nous-mêmes à la question. On adore ça. Eh bien, à quoi correspond cette hausse de 638 milliards de dollars? Eh bien, la réponse est à l'augmentation de la dette fédérale américaine depuis que le Congrès a accepté de relever le fameux plafond de la dette. Le gouvernement américain a d'ores et déjà emprunté 638 milliards de dollars de plus depuis donc début juin que ce à quoi ils étaient autorisés avant le relèvement de ce plafond. On est dans une situation extrêmement claire qui est que en fait, les États-Unis ont absolument besoin le gouvernement des États-Unis, le gouvernement fédéral a besoin de dépenser toujours plus. 638 milliards de dollars, le chiffre est impressionnant. Et pendant le même temps, on a des entreprises, donc on parle d'entreprises privées, ce n'est pas des gouvernements. Donc là, en l'occurrence, on a choisi NVIDIA, qui est une entreprise au cœur de l'infrastructure digitale, puisque toutes les puces GPU, enfin, on va dire les 3/4 des puces GPU disponibles et a priori les plus performantes, sont designées et vendues par NVIDIA, qui est une fabless entreprise. Et bien, la création de valeur pour l'actionnaire de NVIDIA sur cette période, c'est 350 milliards, un peu plus de la moitié de la hausse de la dette. D'un côté, un gouvernement qui s'endette très fortement et de l'autre côté, une entreprise dont la valeur est de plus en plus reconnue et qui atteint aujourd'hui plus des 1000 milliards de dollars, donc le fameux trilliard de dollars de capitalisation boursière. Alors, on va passer à la macroéconomie très rapidement et c'est Bruno qui va prendre le relais. Merci Denis. Donc bien sûr, l'inflation, vous savez que c'est la grande nouveauté pour les gérants.
la dernière fois qu'un gérant a géré un portefeuille en faisant face à un pic d'inflation comme celui qu'on a connu en 2022, c'était il y a 40 ans. Voilà, donc même chez Finaltis, malheureusement, on ne peut pas vous dire qu'on a cette expérience d'avoir géré avec de l'inflation parce qu'on était tout petit quand il y avait de l'inflation. Donc, il n'en reste pas moins qu'on comprend maintenant que les banques centrales ont pris la mesure, bien sûr, et ont fait ce qu'il fallait pour gérer, faire rentrer le diable dans sa boîte. Et c'est ce qui est en train de se passer petit à petit. Et vous voyez, là, en l'occurrence, le CPI, la plus célèbre mesure de l'inflation, même s'il y en a d'autres qui baissent. Voilà, c'est plutôt rassurant. Et ce qui est encore plus rassurant, c'est qu'on va arriver enfin au mois de juillet, fin juillet, on aura pour la première fois des chiffres qui n'incluront pas les pires mois d'inflation qu'on a connus en 2022. En particulier mai et juin, sur ces 2 mois seuls, on avait eu 2% d'inflation cumulée. Et donc, c'est sans doute aussi c'est en prévision de ces chiffres beaucoup plus encourageants qu'on aura publiés à partir de fin juillet, qu'il s'agisse du CPI ou du corps PCE, que la Fed a décidé de maintenir ses taux en place pour le meeting de juin. Donc, vous pouvez voir tout en haut, donc il y a la réserve fédérale et vous voyez que voilà, il y a un plateau. Alors, comme on peut le voir sur la Bank of Canada, un long plateau ne garantit pas que c'est la fin de la hausse des taux. On aura peut-être, d'ailleurs, on ne veut pas trop se prononcer chez Finaltis sur est-ce qu'il y aura 1 ou 2 hausses de taux. C'est pas forcément un sujet passionnant. Ce qui sera plus intéressant, c'est de savoir la durée du plateau quand la Fed décidera de s'arrêter. Est-ce que ce plateau durera 6 mois, 1 an, 2 ans? Voilà, on pense que pour ce qui est de la hausse des taux, on en aura 1, peut-être 2, mais qu'en tout cas, on est bien sûr l'essentiel de l'effort est maintenant derrière nous. Alors, la Fed est toujours très créative. Elle l'a été particulièrement lors de ces 2 derniers meetings, puisqu'en mai 2023, les gouverneurs avaient décidé d'augmenter les taux de 25 points de base. Et tout ça, c'était assorti d'un discours très accommodant de Jérôme Powell. Et là, en juin, on a eu l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'acte, les taux n'ont pas monté. En revanche, on a eu un discours très restrictif, très agressif. Donc, Jérôme a revêti son plus beau costume de faucon. Et donc, on peut voir sur la slide suivante qu'en fait, c'était assez bien joué, on doit le dire, puisque Jérôme Powell a délégué la hausse des taux au marché. Et vous pouvez voir que, effectivement, dès le discours martial a commencé mi-mai, il a continué en juin et que finalement, le marché, tout seul, puisque ce n'est pas la Fed qui décide de 2 ans, ce sont les investisseurs, on a le 2 ans à augmenter de 100 BP. Donc, c'est exactement le genre de comportement qu'adore la Fed, puisqu'on peut dire que Jérôme et ses camarades gouverneurs ont réussi à mettre le marché là où ils voulaient qu'il soit. Et donc, ce travail de resserrement, finalement, c'est fait, ce qui mettra moins de pression, bien sûr, sur les gouverneurs de la Fed lors des prochains meetings. Alors, bien sûr, l'économie américaine ralentit. On vous sort quelques agrégats, on ne va pas les passer en revue. On pourrait en regarder beaucoup d'autres, mais en fait, il n'y a pas de hard landing pour l'instant. On peut voir sur la slide suivante les mises en chantier, également les ventes au détail. Rien n'indique qu'on va avoir, pour l'instant en tout cas, un atterrissage très, très violent de l'économie américaine. Et c'est bien sûr la résistance du marché de l'emploi qui est la plus rassurante au milieu de tout ça. Alors, il y a 2-3 graphes sur lesquels on voulait attirer votre attention. Un qui fait beaucoup parler, la fameuse inversion de la courbe. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup moins bien rémunéré pour prêter de l'argent au gouvernement américain à 10 ans que si vous lui prêtez à 2 ans, ce qui est un peu contre nature. C'est lié, bien entendu, à ces plus fortes remontées de taux qu'on ait connues depuis 40 ans, orchestrées par la Fed.
il faut bien avoir en tête que par rapport aux dernières inversions qu'on a eues, celle-là est très particulière. C'est la partie courte de la courbe qui bouge. La longue est vraiment sans réaction. Le 10 ans est à peu près dans un range très étroit. Elle reste à peu près sur les mêmes niveaux de taux depuis 10 ans. Donc, on ne pense pas que cette inversion, qui est plus violente que les dernières, doivent être lues au pied de la lettre. Si on avait vraiment de la panique sur l'économie de demain, on aurait forcément encore plus de flight to quality et encore plus de pression sur le 10 ans, alors que le 10 ans ne bouge pas. En fait, voilà, cette inversion, elle est complètement le fait de la partie courte et bien sûr de cette volonté de la Fed de combattre l'inflation. Un autre graphe qui nous paraissait intéressant de partager avec vous, c'était la volatilité. Donc, pour la première fois, dans cette deuxième partie de l'année 2023, on a vu des niveaux de volatilité qui sont inférieurs au niveau pré-Covid. On revient sur une zone pré-Covid. Donc, ça... on est toujours un peu partagé sur des primes de volatilité comme ça très, très faibles. Le bon côté, c'est que bien sûr, ça permet aux grands allocataires qui font souvent une allocation par le risque, en risk parity, donc plus la volatilité baisse, plus ils considèrent l'actif sûr. Donc, bien sûr, ils peuvent allouer beaucoup plus sur un S&P 500 avec une volatilité de 13 quand il a une volatilité de 25. Le point un peu plus négatif, c'est que forcément, vous avez sous les yeux un marché qui n'est pas préparé à des gros chocs exogènes, que ce soit une dégradation des événements en Ukraine, que ce soit une invasion chinoise de Taïwan. Donc, on ne dit pas que ça arrivera, on dit juste que c'est un contexte assez favorable pour acheter de la protection, ce qu'on peut faire dans certains de nos fonds. Et aujourd'hui, acheter de l'assurance sur les marchés est pas cher. Nous, on s'est couvert jusqu'en septembre, alors pas sur une baisse de marché, sur la baisse qu'on a aujourd'hui de à peu près 1,5% aux États-Unis et 2,5% en Europe, ça n'aura pas un très gros effet. Mais si on devait avoir une baisse beaucoup plus violente dans les jours qui viennent, ces options nous protégeront. Alors, un point sur la valorisation. Donc, vous voyez que la ligne jaune, c'est le Nasdaq. Donc là, forcément, sous l'effet notamment de NVIDIA, dont on vous parlait au tout début de cette présentation, la valorisation augmente. Elle n'est pas excessive, selon nous, puisqu'elle est basée sur des vrais profits. Il suffit de voir ce qui est prévu par NVIDIA sur son module H100 qui s'arrache comme des petits pains. Pourtant, il vaut $30 000. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'IA, c'est un métier d'infrastructure. Si vous n'avez pas vos 10 000 ou vos 15 000 H100, de toute façon, vous ne pouvez pas inventer le chat GPT de demain. Vous ne pouvez pas faire vraiment des avancées en IA. Donc, bien sûr, le Nasdaq est plus cher, mais on va dire que le Nasdaq monte un peu plus vite que les profits sous-jacents, mais c'est tout à fait tenable. Et après, on a des indices qui ne bougent pas trop, notamment le CAC 40. Vous voyez qu'on est sur des niveaux de valorisation assez bas. Donc, nous, on n'investit pas sur les indices, on investit sur les valeurs et on s'intéresse à la dispersion entre les valeurs. Et avant de passer sur les valeurs, on voulait vous montrer la dispersion qu'il y a sur les secteurs et vous dire à quel point ça nous paraît toujours absurde quand on entend à la radio ou ailleurs des gens dire le marché est cher, le marché est pas cher. En fait, de quoi parle-t-on? On parle d'indices et de secteurs qui ont des valorisations très différentes. Aujourd'hui, la santé n'est pas spécialement chère, même sur une base historique. L'industrie est particulièrement bon marché sur une base historique. Et le Nasdaq, les valeurs technologiques sont chères, mais très très loin des pics qu'elles ont pu atteindre en termes de valorisation pendant l'année 2020. Alors, ce type de marché où il y a beaucoup de dispersion sont des marchés très intéressants pour des investisseurs comme nous, fondamentaux. Pourquoi? Parce qu'on peut justement faire tourner les portefeuilles. Donc là, on voulait vous montrer la manière dont était composé notre fonds Titan pour le top 10 et c'est très illustratif aussi de ce qu'on fait dans nos mandats. Donc, sur 10 valeurs, il n'y en a que 4 en commun entre le 1er janvier 2023 et les 10 principales valeurs. Les 10 principales, sur les 10 premières, exactement. Il n'y en a que 4 en commun si on regarde le top 10 cette fois-ci au 3 juillet 2023.
Ces 4 valeurs sont Berkshire Hathaway, donc voilà, à tout seigneur, tout honneur, hein, toujours en haut du portefeuille, Nestlé, Newmont et Alphabet, qui est beaucoup remonté dans notre location. Tout le reste, c'est de la nouveauté. Et quel est l'intérêt d'un gérant de tourner de cette manière-là? C'est tout simplement d'aller chercher du potentiel supplémentaire. Là, on est sur un fonds qui est à plus 14%, et pourtant, dans le top 20, dans le top 10, excusez-moi, il y a des valeurs dont la performance est plus que médiocre depuis le début de l'année. Dès la 3e ligne, on se retrouve avec un Nestlé qui est tout juste en hausse depuis le début de l'année. 4e ligne, Johnson & Johnson, moins 7,45. Estée Lauder, dont on vous reparlera, moins 21%, etc. etc. Donc, comment on met un fonds à plus 14 avec tant de lignes dans le top 10 qui sont négatives? C'est tout simplement parce que les thèmes qu'on jouait en début d'année ne sont plus exactement ceux qu'on joue aujourd'hui. Et pourquoi on fait ça? À la fois pour sédimenter la performance qui a été créée depuis le début d'année et se trouver un deuxième souffle sur un certain nombre de valeurs qu'on considère trop en retrait, trop en retard. Alors, comme chaque mois, on choisit de donner un coup de projecteur particulier sur un secteur ou une thématique. Ce mois-ci, Léonore, notre analyste, que je remercie au passage, nous fait le plaisir d'une synthèse sur l'intelligence artificielle. On va aller assez vite, mais de quoi parlons-nous très concrètement? Puisque l'intelligence artificielle, bien sûr, Bruno l'a dit, c'est des puces, on pense tous à un certain nombre d'entreprises, on ne pense pas nécessairement à celles qu'on va évoquer ici. Et donc, on ne pense pas nécessairement à la grande distribution. Eh bien, l'intelligence artificielle chez Procter & Gamble, c'est très concret. Et ça prend plusieurs formes, et notamment une forme sur laquelle on voulait insister aujourd'hui, 2 formes en l'occurrence, les jumeaux numériques qui permettaient, à travers de la maintenance préventive et de la gestion de process, d'améliorer en fait tout le procurement et toute la chaîne chez Procter & Gamble, qui leur permet de nourrir leurs distributeurs et donc de servir les consommateurs finaux sur l'ensemble de leur gamme, et elle est vaste, l'ensemble de leur marque, et elle est très large, en just in time, on aurait dit il y a quelques années. Donc, ce que les Japonais avaient inventé avec des cartes et le Kanban, eh bien, notre société Procter & Gamble, à travers l'intelligence artificielle, arrive même à le préempter, à l'anticiper, à le fluidifier. Donc ça, c'est un premier exemple très concret à travers des jumeaux numériques d'intelligence artificielle. Et un autre exemple extrêmement très concret, c'est avec une application qui s'appelle Smart Basket, qui essaye d'anticiper, en fait, en collectant de la donnée, puisque l'autre nom d'intelligence artificielle, c'est la collecte de données. Si vous n'avez pas de données, vous n'avez pas d'intelligence, et qu'elles soient artificielles ou non d'ailleurs, et il faut beaucoup de données. Et en l'occurrence, en collectant de la donnée, en la faisant remonter en temps aussi réel que possible, aussi rapidement que possible en tout cas, eh bien, on arrive à anticiper les grandes tendances, et là aussi à injecter dans les systèmes de production une capacité d'anticipation dont on ne disposait pas sans intelligence artificielle. Ça, c'est un exemple de grande distribution. Si on prend ici quelque chose que beaucoup d'entre nous, et Bruno et moi notamment, utilisons au quotidien et sans lequel on ne pourrait pas travailler, nos lunettes, nos bonnes vieilles lunettes. Donc, elles ont bien changé depuis l'invention des verres optiques au Moyen-Âge, qui ont permis de mettre la moitié de la population au travail, c'est quand même pas mal. Eh bien, aujourd'hui, on connaît tous, puisque c'est une marque très connue, Varilux, du groupe EssilorLuxottica, qui est un archi-leader, on y reviendra, et qui boursièrement n'est pas, à notre avis, à un juste prix, et c'est une belle opportunité. Eh bien, ils ont inventé chez EssilorLuxottica, donc le Varilux XR Series, qui nous permettra d'avoir une vision totalement adaptée aux circonstances, de près, de loin, de pas si loin, et quel que soit l'environnement dans lequel on évoluera. Et on sait tous, nous, utilisateurs de verre, quel inconfort ça peut être de ne pas avoir une capacité de netteté instantanée. Et bien, à travers une inclusion d'intelligence artificielle, les lunettes s'adapteront à nos yeux, à leur fatigue et à l'environnement, et non pas l'inverse. On sait tous ce que ça représente de changer de lunettes. C'est très fatigant. Et en l'occurrence, là, c'est la lunette qui s'adapte à notre évolution, et à travers 100 000 mouvements quotidiens. Un autre exemple dans un domaine auquel on ne songe pas nécessairement, la beauté. Un exemple d'intelligence artificielle. Alors là, c'est une application qui s'adresse plutôt aux malvoyants, ou oserais-je dire aux malvoyantes, puisque même s'il existe des produits de beauté pour les hommes, et c'est même une part du marché qui est en très très forte croissance, notamment en Asie, on y reviendra, et bien là, on a une application très concrète qui aide en fait les malvoyants à avoir un teint et un maquillage optimisé. Voilà. Donc
Donc, ce sont des exemples auxquels on ne songe pas nécessairement, puisque l'intelligence artificielle, on a plutôt tendance à le voir dans la, entre guillemets, la haute technologie et pas dans notre quotidien. Alors, regardons boursièrement. Exactement. Donc, voilà, on voulait vous montrer que l'intelligence artificielle était une vague très puissante qui allait bien au-delà bien sûr des Nvidia et des Alphabet de ce monde. Alors, pourquoi on a pris l'exemple de ces sociétés? C'est qu'elles sont au cœur de nos portefeuilles aujourd'hui. Donc, Procter & Gamble, c'est un métronome en termes de croissance du bénéfice par action, de chiffre d'affaires. Voilà, c'est une société à laquelle on fait une énorme confiance, qu'on travaille beaucoup depuis quelques années et parfois sur des mandats que nous demandent des clients, des mandats très concentrés où on peut s'affranchir du 5-10-40, donc les fameux ratios de concentration qu'on a en gestion collective quand on doit faire des mandats avec 10-15 valeurs. Procter & Gamble est toujours parmi les heureux élus. Voilà, et c'est un cerise sur le gâteau, c'est un titre qui se paye 23 fois, donc on est bien en deçà de la valorisation historique de Procter. Alors, Essilor-Luxottica, c'est un titre absolument magnifique qui boursièrement a été un peu plus heurté, qui a pris bien sûr de plein fouet l'impact des taux, puisque c'est là aussi la croissance régulière, de la croissance forte et régulière, ce qui est assez rare. C'est un titre dont notre intime conviction, c'est que les autorités à la concurrence auraient dû y regarder à 2 fois avant d'autoriser Essilor et Luxottica à se marier, puisque maintenant les positions de marché de cette entreprise en France, mais partout ailleurs dans le monde, sont absolument incroyables. Et c'est compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de personnes sur cette terre qui aujourd'hui ne sont pas corrigées ou mal corrigées. C'est un boulevard qui se présente à Essilor, un boulevard de croissance. Et donc, bien sûr, il y a eu cette opération structurante, Luxottica. Les mauvaises langues disent que maintenant, chez Luxottica, il vaut mieux parler italien que français, mais bon, passons là-dessus. Chez Essilor, il vaut mieux parler italien que français, parce que les Italiens prennent beaucoup de place, je dirais, dans la gouvernance. Ce n'était pas forcément ce qui était prévu au départ. Ils ont quand même, tout le monde a pu s'entendre pour faire une autre opération très structurante dans le retail, cette fois-ci, dans la distribution, avec Grand Vision, qui est quand même une opération de croissance de 7 milliards. Là aussi, on a une valorisation. Alors, c'est un titre sur lequel on s'est renforcé très récemment. On en avait toujours, mais on l'a fait monter vraiment dans nos portefeuilles. Elle est généralement entre le top 5 et le top 10 de nos mandats et de nos fonds, autour de la gestion Titan. Voilà, donc on a là aussi un très, très fort niveau de confiance sur le management et le business d'Essilor. Alors, parmi les biens portants, une société très belle, mais un peu en difficulté. Alors, non seulement boursièrement, mais même en termes de chiffres, puisque c'est assez rare chez Finatis qu'on s'intéresse à des sociétés dont le résultat net a pu baisser sur 3 ans ou même 5 ans. En fait, pourquoi on s'intéresse tout de même à Estée Lauder? C'est parce qu'on comprend très bien le produit, on comprend très bien la société, et on comprend très bien pourquoi ça a été plus difficile ces dernières années et on comprend très bien quels seront les chemins à suivre qui sont d'ailleurs annoncés par le management pour sortir de l'ornière et on pense qu'il y a, vous le verrez un peu plus tard, des perspectives de croissance de résultats qui sont très impressionnantes sur Estée Lauder. Donc on n'achète pas Estée Lauder pour son multiple de résultats, 38 fois, c'est pas génial, mais en fait on pense que ce ratio de valorisation va baisser parce qu'en fait dans le PER où vous avez le prix au numérateur et le résultat au dénominateur, nous, ce qu'on achète, c'est le R. Voilà, on pense qu'il va y avoir un gros rebond des earnings dans les mois et bien sûr les années à venir sur Estée Lauder. Alors, pourquoi ce titre a traversé une tempête? Là, vous voyez cette différence assez impressionnante depuis le début de l'année. Si vous mettiez 100 euros sur Essilor, sur L'Oréal en début d'année, vous avez aujourd'hui 129 euros. Et si vous mettiez 100 $ sur Estée Lauder, vous n'avez plus que 80 $, donc 49% d'écart de valorisation sur des sociétés qui adressent, en mauvais français, à peu près le même type de clients et de marché. Alors,
Pourquoi je vous dis qu'on comprend bien ce qui s'est passé chez Estée Lauder? Il faut dire que le constat est assez simple. Dans les graphiques que vous avez en bas, je vous propose d'en regarder juste deux. Donc, l'année 2012, donc à gauche, la répartition géographique des usines et des sites de production, à droite, la répartition géographique des ventes. Donc là, on avait une très belle cohérence entre là où étaient les usines et là où étaient les clients. Le problème, c'est qu'en 2022, ça ne fonctionne plus du tout et que finalement, Estée Lauder est puni pour avoir fait beaucoup de croissance en Chine et même beaucoup de croissance en Europe. Et finalement, aujourd'hui, le fait d'avoir des sites de production très américains, c'est plutôt un handicap parce que les clients, la majorité des clients ne sont pas aux États-Unis aujourd'hui dans le chiffre d'affaires d'Estée Lauder. Donc, on pourra voir sur la slide suivante, en fait, les solutions qui sont apportées. Donc là, on va pas tout détailler, mais bien sûr, Estée Lauder n'a pas vraiment besoin de nous pour comprendre le problème qui se pose. Donc, il y a eu beaucoup de mouvements au sein du management. Il y a des nouvelles usines. C'est une boîte qui est riche, qui a le moyen d'investir et d'infléchir ces problèmes qui sont, je ne vais pas dire que le constat pourrait être fait par un enfant de 12 ans, mais c'est pas, voilà, il ne s'agit pas d'envoyer une fusée sur Mars pour remettre Estée Lauder sur les rails. Donc, nous, le plan de redressement d'Estée Lauder nous paraît tout à fait crédible. Et bien sûr, on s'intéresse à Estée Lauder. On n'est pas les seuls parce que, bien sûr, il n'y a jamais de fumée sans feu. Un certain nombre d'activistes s'intéressent à cette boîte. Et donc, bon, Nelson Peltz, ça a été démenti, mais on sait bien que ce type de société, que ce soit pour Bill Ackman, pour Carl Icahn, sont des sociétés simples. Ils vendent des produits simples à un grand nombre de clients et donc un business model simple et pérenne. Si le management fait son travail, a priori, ça va revenir. Voilà, donc c'est un très gros pari dans nos portefeuilles aujourd'hui, Estée Lauder, et on espère bien que ça va fonctionner le plus rapidement possible. Donc voilà, ce qu'on achète sur Estée Lauder, concrètement, c'est un gros rebond de la croissance du BPA sur la période 2024-2025. Alors, on a détaillé quelques idées ici avec Bruno. Bien entendu, nos portefeuilles sont constitués de nombreuses idées et on est très actifs. On va y revenir. Donc, commençons par le cœur de notre gestion patrimoniale en action, notre proposition de valeur sur la croissance résiliente, l'investissement, qui est un fonds flexible. Quand on est intransigeant sur la qualité des valeurs et des business dans lesquels on investit, et il n'y a pas d'entreprise qui soit en difficulté d'un point de vue opérationnel. Même Estée Lauder est une entreprise qui continue à gagner beaucoup d'argent et qui veut encore en gagner plus. C'est ça qui nous plaît. En revanche, à certains moments, les actions de ces entreprises peuvent être chères. Donc, la modulation de l'exposition correspond en fait à l'adéquation entre le prix que le marché donne de ces actions et la valeur que nous percevons. Si la valeur nous semble très supérieure au prix, ça nous intéresse beaucoup d'investir et les portefeuilles vont se remplir de valeur. Et à l'inverse, si on ne trouve pas suffisamment d'entreprises dont la valeur nous paraît être significativement dévalorisée, entre guillemets, le prix est suffisamment attractif, eh bien, on désinvestit. Voilà. Alors, on a été très actifs, on va y revenir. Ce fonds est à plus de 14% depuis le début de l'année, mais du fait de cette capacité de rotation et de cette flexibilité, pas mal de jus pour les mois et les trimestres qui viennent. Alors, Bruno, qu'avons-nous fait ces dernières semaines? Alors, vous pouvez voir sur la ligne grise que l'exposition a baissé très sensiblement depuis le début de l'année de 2023. Donc, on a été un peu, comment dire, on laissait nos interlocuteurs dubitatifs en début 2023 en attaquant l'année très, très exposée. Mais en fait, il n'y a pas de scénario stratégique. Dans nos réunions de gestion, on passe jamais, ne serait-ce que 30 secondes pour savoir ce que fera le CAC 40 ou le S&P 500. On ne parle que de titres. Et donc, en début de notre mandat, il est très simple sur ce fonds et sur la plupart de nos mandats. Ce que nous demandent les clients, c'est achetez-nous des belles valeurs à des bons prix. Voilà. Donc, quand on a beaucoup de valeurs à des très bons prix, nos mandats sont très investis. C'est aussi simple que ça. Donc, on trouve encore beaucoup d'occasions d'investir aujourd'hui, mais bien sûr, sur un mandat flexible, on est plus aujourd'hui autour de 70% que les 95% avec lesquels on a démarré l'année. Voilà, donc tout ça se fait de manière assez naturelle. Si le marché devait baisser plus et qu'on retrouvait un certain nombre de valeurs qu'on aime beaucoup à des très bons prix, vous verriez mécaniquement l'exposition remonter.
Alors, on ne va bien sûr pas détailler tous ces noms, ça serait rébarbatif, mais bon, on va passer sur les écrétages, on va prendre les positions pleines. Donc, ce n'est pas un bug. Vous voyez Coca-Cola à gauche et à droite. C'est parce que Coca-Cola, vous le verrez si vous avez des écrans devant vous. Le titre est dans un range assez étroit. Idem pour Colgate. Donc, c'est beaucoup plus facile. C'est un secret qu'on va vous révéler. Ne le répétez surtout pas. C'est beaucoup plus facile de trouver 2 mouvements à 7% sur une valeur qu'un mouvement à 14%. Voilà. Donc, sur des titres à faible volatilité comme Coca ou Colgate, il ne faut pas être non plus trop ambitieux. Et quand on est sur le haut du canal de valorisation, il ne faut pas hésiter à vendre pour recharger plus tard. C'est ce qu'on a fait sur ces titres-là. À plus long terme, on est revenu sur Reckitt Benckiser, qui est un titre, voilà, un suspect habituel de nos portefeuilles. Et pour financer tout ça, on a vendu du Medtronic, donc un leader mondial sur les stimulateurs neuronaux, gastriques et cardiaques, bien sûr. On a vendu les chemins de fer, on a vendu le deuxième distributeur aux États-Unis qui s'appelle Kroger, et on a vendu Costco également. Voilà, la distribution est bien sûr un secteur qui peut être sous pression parce qu'on sait très bien que tous les plans de subvention du consommateur, ça sera beaucoup plus difficile de les lancer aujourd'hui. Alors, sur le top 10, on en a parlé, donc je vais passer très vite, mais voilà, on a des titres qui avancent très très vite, très fort, comme Amazon. Il faut dire qu'Amazon, depuis 3 ans, avait un parcours très très décevant en bourse, donc c'est pas 55% de hausse depuis le début de l'année. Ça nous impressionne pas. Encore une fois, on reste sur les chiffres et le fondamental. C'est pas ce qui compte, c'est est-ce qu'il y a encore de la valeur dans Amazon ou Alphabet qui font un très bon début d'année, et des titres qui sont vraiment en retard. Donc, regardez le graphe de Nestlé. Il faut avoir une main solide pour rester sur Nestlé. C'est un titre magnifique, mais il faut reconnaître que depuis 3 ans, ça fait rien du tout. C'est notamment pour ça c'est une grosse position aujourd'hui chez nous. On la trouve très attractive. Voilà. Et sur le mois, bien sûr, Tesla a contribué énormément à la hausse. C'était un peu curieux l'année dernière de dire que Tesla était autre chose qu'un constructeur de voitures. Les gens ne comprenaient pas trop. Et puis aujourd'hui, quand on voit tous les constructeurs concurrents qui construisent des voitures électriques, mais qui avaient oublié les chargeurs, ça paraît bête, hein, mais bon, en fait, voilà, une voiture électrique, c'est bien, mais il faut la charger. Et qui a le réseau de charge le plus répandu au monde? C'est Tesla. Donc maintenant, c'est Ford, General Motors, peut-être bientôt Volkswagen, qui vont demander l'autorisation aux équipes de Tesla de charger les voitures. Mais bien sûr, cette autorisation, ils l'auront en contrepartie d'une rémunération pour cette infrastructure. Et voilà, ça fait un business de plus pour Tesla. Voilà, on peut passer. Alors après Titan, donc Financial Digital Leader, là on parle donc d'un fonds qui est pleinement investi sur cette thématique des leaders digital, qui est une multi-thématique, puisqu'on investit sur de nombreux sous-thèmes de la digitalisation de l'économie. On est à près de 34% de hausse depuis le début de l'année. Ce fonds est classé enfin, je pourrais dire, il est géré, ce SFDR8, depuis plusieurs trimestres maintenant, et il a été donc tout à fait officiellement classé SFDR8 par la CSSF le 13 juin dernier, donc au cours du mois. C'est une nouveauté réglementaire, mais pas du tout une nouveauté de la gestion. Donc, on intègre les critères extra-financiers dans cette gestion, ce qui est très particulier dans le monde digital, puisque les problématiques de ESG dans le digital ne sont pas exactement les mêmes que dans les industries, entre guillemets, plus traditionnelles. Alors, on a été très actifs là aussi, plus en termes d'écrétage et de variation relative. Exactement. On est très content de nos axes pour le moment dans Digital Leader. Ça fonctionne bien. Donc, c'est plus de la gestion de risque que vous voyez là, parce qu'il est très important quand même de ne pas se laisser emporter par certains titres. Il faut savoir qu'on est là sur des titres assez volatiles, donc il faut gérer ce risque. Alors, certains titres ont très, très bien fonctionné. Je pense
Palantir, dont le parcours est absolument incroyable, et là aussi basé sur des vrais profits à venir, sur des valorisations assez exigeantes, mais bon, on a écrété un peu. Airbnb fonctionne très bien. Voilà. Quand vous voyez un moins devant Tesla ou devant Adobe, c'est pas parce qu'on est fâché avec cette société, c'est tout simplement qu'elle a trop monté et qu'on la remet, on la recalibre dans des zones d'exposition et de risque qui sont plus en phase avec nos contraintes. Et un petit mot sur PayPal, hein, sur lequel on continue à avoir confiance. Même il y a 400 millions de clients, hein, dans cette société. C'est une société très, très dominante dans le monde du e-commerce. Ils avaient fait une erreur, c'est de proposer à leurs clients le Buy Now, Pay Later. Donc, c'est super, hein. Voilà, tout le monde a envie d'acheter et de payer plus tard, sauf que ils ont fabriqué une machine à pomper les free cash flow de PayPal, et que donc c'était le succès de cette formule a dégradé les éléments financiers de PayPal. Donc, il ne s'agit pas de revenir en arrière, hein, de dire que maintenant, on ne va pas faire du pay now and buy later, hein, ça ne marcherait pas. Donc, PayPal reste sur cette formule. En revanche, une grande partie des créances ils ont fait un deal très structurant avec KKR, le private equity mythique, qui permet de soulager le bilan de PayPal. Et c'est KKR en fait qui va porter voilà, cette espèce de BFR négatif, hein, que doit embarquer PayPal. Voilà, donc sur le mois, toujours les semis. Alors, il y a un rebond assez intéressant sur l'Asie. On a vu des petites choses, voilà, Tencent, Baba, qui ont un peu bougé. Et puis, sur le reste, voilà, tout se comporte bien. En fait, quand vous avez une croix rouge, ce n'est pas forcément des titres qui ont baissé sur le mois, c'est juste les moins performants, mais tous les titres du portefeuille se comportent très, très bien cette année. Alors, passons à présent à notre fonds d'investissement sur les minières aurifères, que nous appelons Finaltis Gold depuis la reprise de la gestion le 8 novembre 2021. En l'occurrence, c'était un fonds qui était dans une autre SICAV et non pas notre SICAV Finaltis Funds au Luxembourg. Depuis hier, donc depuis hier 5 juillet, on peut souscrire dans ce qui est effectivement Finaltis Gold. Pourquoi? Puisque nous avons transféré ce compartiment de la SICAV historique qui s'appelait Landot Investment, donc vers notre propre SICAV, dans lequel le compartiment Gold a donc retrouvé le compartiment Digital Leader, ainsi qu'un autre compartiment dont on parlera en septembre. J'y reviendrai en conclusion. On a demandé à la CSSF la classification SFDR 8, ce qui sera obtenu, à mon avis, au cours de ce trimestre. Et la gestion est d'ores et déjà, bien entendu, conforme aux règles SFDR 8, et nous intégrons les critères extra-financiers dans nos décisions de gestion. Nous les intégrons même beaucoup, puisque la spécificité de Finaltis Gold, c'est d'aller chercher des actions de minières aurifères qui sont gérées à la fois opérationnellement, financièrement et humainement et environnementalement, ce qui n'est pas une gageure quand il s'agit d'extraction aurifère, de façon aussi saine que possible. Et donc, vous retrouvez dans le portefeuille, a fortiori dans le top 10 du portefeuille, des minières aurifères qui n'ont pas trop de levier, donc qui ont une structure bilancielle de bonne qualité, qui ont des métriques opérationnelles et des métriques financières de compte de résultats qui sont très très bonnes et qui notamment permettent à ces sociétés de gagner de l'argent et de continuer de gagner de l'argent même quand l'once d'or ne monte pas et ou baisse, comme on a pu le voir au mois de juin. Alors, boursièrement, c'est volatile, hein, on est sur une volatilité de moyen long terme. On disait que la volatilité des moyennes des marchés avait plutôt tendance à baisser. Sur les minières aurifères, ce n'est pas tout à fait vrai, ça se maintient à des niveaux très élevés. C'est un univers volatile, ces minières aurifères. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une forme d'optionnalité sur l'once d'or. Il suffit que l'once d'or bouge un tout petit peu à la hausse ou à la baisse, et ça fait quand même pas mal bouger les cours de ces titres. Donc, de façon à stabiliser un peu et à diversifier ce portefeuille, on a la possibilité, au terme de la politique de gestion qu'on a volontairement écrite dans ce sens, d'aller se diversifier sur des grandes minières généralistes dont les départements aurifères sont très conséquents. Et la première ligne du portefeuille, c'est Rio Tinto, qui, s'ils devaient spin-offer leur minière aurifère, constituerait une très grosse activité de minière aurifère, mais ce n'est pas
Ce n'est pas pour ça qu'on connaît Rio Tinto en général. La deuxième ligne, Franco-Nevada, c'est un magnifique portefeuille de royalties et de droits sur des minières aurifères qu'ils ont préfinancés et sur lequel donc, ils tirent un droit de tirage tant que la minière est exploitée. Donc, c'est une façon extrêmement maligne, pardonnez-moi l'expression, extrêmement intelligente. En tout cas, en termes de couple rendement-risque, c'est remarquable. C'est une boîte canadienne extrêmement bien gérée. Et puis, vous trouvez dans le top 10 et dans l'ensemble du portefeuille d'autres minières de métaux, extrayant des métaux précieux, pas nécessairement l'or, mais par exemple Endeavour Silver qui extrait, comme son nom l'indique, de l'argent. Voilà, donc on peut également avoir des minières qui extraient du palladium et du platine. Donc les contributions, vous les avez. Donc la première contribution du mois, qui est un mauvais mois, puisque c'est un mois négatif, c'est Rio Tinto. Et vous retrouvez un certain nombre de minières assez connues, qui sont les suspects habituels de nos portefeuilles, certains étant exclus. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons des critères extrêmement drastiques en matière de ESG, ce qui nous amène, par exemple, à exclure la deuxième plus grosse minière au monde, qui est Barrick Gold. On y reviendra, puisque ce mois-ci, nous avons choisi dans notre rapport de gestion de juin de mettre un coup de projecteur sur les 8 minières, en l'occurrence les 8 mines d'or, les plus grosses mines d'or mondiales. C'est un marché extrêmement éclaté, hein, l'extraction aurifère, puisque les 8 principales mines d'or ne représentent que 7,6% de l'extraction mondiale. C'est 3400 tonnes extraites annuellement. Et la plus grosse minière au monde, qui se trouve en Indonésie, qui est d'ailleurs exploitée par une entreprise américaine qui s'appelle Freeport-McMoRan, qui n'est pas tellement connue pour son extraction aurifère, mais plus pour son extraction de cuivre. Donc, dans le siège est à Phoenix, dans l'Arizona. Donc, c'est plutôt une minière généraliste. Pas une minière aurifère, eh bien, cette plus grosse mine n'extrait que 50 tonnes. C'est la plus grosse mine au monde aujourd'hui. La deuxième plus grosse est en Ouzbékistan, inutile de vous dire, exploitée par une société locale. On ne peut pas, pour des raisons ESG, investir dans cette minière. La troisième plus grosse est co-exploitée par Newmont et Barrick, et donc on en profite à travers l'investissement Newmont, qui est dans les 10 plus grosses positions. Donc, c'est à Carlin, aux États-Unis, donc 44 tonnes d'or. La quatrième, donc c'est Polius. Polius, c'est la plus grosse minière aurifère russe. Elle n'exploite pas que de l'or d'ailleurs, mais c'est la plus grosse minière russe. Donc, pour des raisons ESG, à tout le moins, on ne peut pas investir dans cette minière. Et puis ensuite, vous avez donc une mine en Australie, une mine en République démocratique du Congo et 2 mines aux États-Unis, dans lesquelles nous sommes totalement ou partiellement investis à travers Newmont ou Anglo Gold Ashanti, que l'on peut, ou Agnico Eagle, qui sont actuellement dans le portefeuille. Mais là encore, un marché extrêmement, une extraction de l'or qui est extrêmement diversifiée. Alors j'en profite, puisque une fois n'est pas coutume, on a 3 minutes d'avance par rapport à notre programme. On s'est engagé à tenir ces réunions en 45 minutes. Quelques nouvelles d'actualité. La première, Bruno et moi tenons à vous remercier pour votre confiance. Alors, c'est une phrase qui est largement galvaudée, mais en l'occurrence, elle s'appuie sur une réalité qui est que Finaltis, aujourd'hui, va dépasser la centaine de mandats dédiés en gestion discrétionnaire autour de ce cœur de gestion que nous avons commencé à développer il y a 8 ans maintenant en lançant le fonds Finaltis Titan et que nous avons souhaité offrir sous forme de mandat il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Aujourd'hui, grâce à vous, nous dépassons une centaine de mandats dédiés autour de ce concept de gestion patrimoniale en action et en action de croissance résiliente au cœur des patrimoines de nos investisseurs. Donc, merci à vous, professionnels de l'investissement, qui nous permettez donc de gérer aujourd'hui, d'atteindre une centaine de mandats et de les dépasser avec une très très bonne dynamique. Merci pour ça. Cette actualité, nous souhaitions la partager. C'est une belle actualité. Et puis, 2 éléments par ailleurs. 2 annonces. Tout d'abord, nous ferons relâche du point de vue de cette réunion, pas du tout du point de vue de la gestion. On restera bien entendu extrêmement vigilant pendant tout l'été, mais nous n'aurons pas cette réunion en août. La prochaine sera en septembre, tout début septembre, et nous y convierons très très prochainement. Et lors de cette réunion, nous partagerons avec vous certainement 2 très belles nouvelles. Une première, c'est que nous serons en mesure de vous offrir une gestion pleinement investie sur les valeurs Titan européennes. Ça nous a été demandé par plusieurs d'entre vous. Eh bien, nous serons en mesure de disposer d'un fonds, en l'occurrence une SICAV, un compartiment de SICAV de notre fonds Finaltis Funds au Luxembourg, sera dédié
aux titans européens exclusivement, et ce sera un fonds pour ceux d'entre vous qui en ont le besoin, qui sera PEable, mais ceux qui n'ont pas besoin de ce PEA pourront investir aussi, puisqu'il y a de très très beaux titans en Europe. Et donc, nous y donnerons accès, pardonnez-moi. Et une deuxième nouvelle que nous partagerons certainement en septembre ensemble, eh bien, nous aurons certainement également des annonces à faire en matière de la deuxième activité qui est peut-être un peu moins connue et sur laquelle nous parlons très très peu lors de ces réunions mensuelles, qui est l'activité historique de Finaltis, celle que nous menons depuis 2003 et qui est une activité de gestion quantitative qui, depuis quelques années, avait moins, entre guillemets, le vent en poupe et qui retrouve quelque part de l'intérêt chez certains investisseurs et notamment des investisseurs qui nous ont accepté entre guillemets, cider certaines de ces gestions. Donc, on en reparlera en septembre et on espère que vous passerez d'ici là un excellent été, que les marchés nous donneront satisfaction et ne font pas trop peur parce que la volatilité est très basse et c'est dans l'état actuel de cette volatilité, toute mauvaise nouvelle pourrait avoir des conséquences assez puissantes. On y est préparé dans nos portefeuilles autant que possible, mais bien sûr, on préfère quand même que les marchés nous laissent tout le bénéfice d'une belle hausse pendant l'été. C'est tout ce qu'on se souhaite également professionnellement et en vous souhaitant personnellement un excellent été. Merci au nom de toute l'équipe et rendez-vous en septembre. À bientôt. Merci. Merci.